Quand on parle d'Annabelle, la plupart des gens pensent au film. Une poupée terrifiante, une présence démoniaque, des scènes violentes. Mais la véritable histoire d'Annabelle n'est pas celle-là. Et c'est justement ce qui la rend beaucoup plus troublante. Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable, je suis Lorraine Jourdain, médium clairaudiente, auteure et conférencière. Alors avant de commencer, je voudrais vous présenter mon livre « De l'au-delà », Edgar m'a confié. Vous aurez toutes les informations dans la description. Ce livre sera de sortie en France et en Belgique à partir de la mi-juin dans les Fnac, les Cultura, les Leclerc, et c'est déjà disponible au Québec, principalement sur le site de la maison d'édition Le Dauphin Blanc. Avant de commencer, si vous connaissiez la véritable histoire d'Annabelle, pensez d'abord à laisser un pouce pour soutenir la chaîne et à vous abonner. La vraie Annabelle n'était pas qu'une simple poupée en chiffon, une Raggedy Ann, un objet banal. Et c'est déjà un point essentiel. Car une présence ne s'appuie pas forcément sur quelque chose d'impressionnant ou de sombre en apparence. Elle peut au contraire utiliser un support familier presque rassurant, précisément parce que cela fait baisser quoi ? La vigilance, on se méfie moins d'un objet ordinaire, on ne voit pas tout de suite le danger. À l'origine, cette poupée est offerte à Donna, une étudiante infirmière qui vit avec sa colocataire Angie. Au départ, rien ne semble anormal. Puis, peu à peu, des phénomènes apparaissent. La poupée change de place, on la laisse dans une pièce, on la retrouve ailleurs. Parfois, elle est même assise différemment. Et parfois, elle semble avoir été déplacée d'une manière qui ne correspond à aucune habitude humaine. Et là, en tant que médium clairaudiente, ce qui m'intéresse n'est pas seulement le fait matériel, c'est la logique du phénomène. Pourquoi un déplacement ? Pourquoi cette manière de se signaler ? Dans beaucoup de cas, ce type de manifestation ne commence pas comme une attaque. Cela commence comme un signe, une manière d'attirer l'attention, une manière aussi de tester la réaction des personnes concernées. Et oui, est-ce qu'elles minimisent ? Est-ce qu'elles s'inquiètent ? Est-ce qu'elles s'ouvrent ? Est-ce qu'elles entrent déjà, sans le vouloir, dans une relation avec ce qui agit ? Puis vient un épisode beaucoup plus troublant. Donna et Angie partent quelques jours un long week-end. Elles laissent l'appartement derrière elles. Et lorsqu'elles reviennent, elles découvrent des messages écrits un peu partout. Vous ai-je manqué ? En anglais, bien sûr. Et la poupée est là, assise, avec un crayon de cire. À ce stade, mon analyse change complètement. On n'est plus dans un simple signal. On est déjà dans une tentative d'interaction. Quelque chose cherche à entrer en lien. Pas de manière neutre, pas de manière innocente, mais de manière ciblée. Cette phrase est importante, elle n'est pas anodine. Elle est construite pour provoquer un effet intérieur. Elle cherche quoi ? Elle cherche à troubler, à marquer, à s'installer dans le mental. Elle crée un malaise non seulement dans le lieu, mais dans l'esprit. Et c'est précisément là qu'il faut être attentif, car une présence ne cherche pas toujours d'abord à effrayer, ce n'est pas le but. Elle peut chercher à devenir une
préoccupation, à occuper l'espace physique, à installer une tension durable. C'est souvent ainsi que commence une emprise. Ensuite, que se passe-t-il? Une médium intervient. Elle explique qu'il s'agirait de l'esprit d'une petite fille attachée à la poupée. Et là, je vais être très directe. Ce n'est pas parce qu'un médium perçoit quelque chose que cette perception est forcément juste. Une présence peut mentir, une présence peut tromper, une présence peut se présenter sous une apparence qui n'est pas la sienne. Elle peut prendre une forme rassurante, une forme touchante, une forme qui désarme. Et une petite fille, justement, c'est l'image parfaite pour cela. Pourquoi? Parce qu'une enfant inspire spontanément quoi? La compassion. On baisse sa garde, on ouvre place plus facilement son cœur, on se méfie moins. Donc, si une présence veut entrer en lien, si elle veut créer une ouverture, si elle veut s'installer, se présenter comme une petite fille, est une stratégie extrêmement efficace. C'est pour cela que dans ce type de situation, il faut toujours distinguer 3 choses. Ce qui est perçu, ce qui est montré et ce qui est réellement derrière. Ce ne sont pas toujours les mêmes choses. Puis intervient les célèbres Ed et Lorraine Warren. Et eux ne valident pas du tout cette version. Ils ne reconnaissent pas l'âme d'une petite fille. Ils parlent d'autre chose. Et là, je rejoins complètement ce mécanisme. Parce qu'à mes yeux, la poupée n'est pas la source. Elle est le support. Elle est le point d'ancrage. Elle est ce qu'on pourrait dire le relais. Ce n'est pas l'objet qui pense, ce n'est pas l'objet qui veut, ce n'est pas l'objet qui agit par lui-même. C'est ce qui se sert de lui qui agit. Et cette distinction est capitale. On parle souvent d'objets possédés, alors qu'il serait parfois plus juste de parler d'objets utilisés. Ce n'est pas la même chose. L'objet ne devient pas forcément vivant. Voilà, dans l'absolu, non. Il devient un support de manifestation, un intermédiaire entre une présence et l'environnement humain. Cela amène une autre question importante. Comment une présence choisit-elle un objet? Pourquoi cette poupée et pourquoi pas une autre? En tant que médium clairaudiente, je peux vous dire qu'un objet peut devenir un support pour plusieurs raisons. La première, c'est l'empreinte. Un objet peut garder une trace, pas une âme, pas forcément une conscience, mais une charge, une mémoire liée à ce qu'il a traversé. Par exemple, un objet qui a appartenu longtemps à quelqu'un, un objet très manipulé, très investi émotionnellement, un objet lié à une souffrance, à une obsession, un attachement fort ou à un contexte lourd, peut conserver une forme d'imprégnation. Et cette imprégnation peut ensuite servir d'accroche. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une deuxième raison. C'est l'environnement. Un objet ne devient pas un support tout seul, dans le vide. Il y a un lieu, une atmosphère, des personnes, un terrain plus ou moins, je dirais, sensible, ou plus ou moins ouvert, ou plus ou moins chargé. Dans certains cas, ce n'est pas, l'objet qui est choisi en premier. C'est le contexte. Et l'objet devient ensuite le point le plus visible par lequel quelque chose se manifeste. Et il y a, attention, la troisième raison, très importante dans le cas d'Annabelle, qui tient à la nature même de l'objet. Une poupée, ce n'est pas neutre. Qu'est-ce qu'on peut remarquer dans une poupée? C'est une forme humaine. On la regarde, on la place,
On remarque immédiatement le moindre changement. Et surtout, une poupée suscite facilement une projection. On lui prête inconsciemment une présence, une intention, presque une vie. C'est donc un support idéal pour créer du trouble. Le moindre déplacement prend un sens, la moindre posture devient dérangeante. Et pour faire comprendre cela très simplement, je vais utiliser une image. Un objet, c'est comme une prise électrique. Une prise toute seule ne produit rien. Elle existe, mais tant que rien ne s'y branche, rien ne circule. En revanche, si quelque chose vient s'y connecter, alors le courant passe. Pour moi, certains objets fonctionnent exactement ainsi. Ils ne sont pas forcément le mal en eux-mêmes. Ils deviennent le point de passage, le point de contact, le support à travers lequel une présence agit. Dans une affaire comme celle d'Annabelle, il est donc très probable que la poupée n'ait pas été à l'origine la source du phénomène, mais qu'elle soit devenue progressivement le support le plus efficace pour une présence cherchant à entrer dans l'espace humain. Aujourd'hui encore, cette poupée est enfermée dans une boîte vitrée, une boîte épaisse, protégée, bénie, avec, dit-on, des prières et des formules de protection. Et beaucoup de gens pensent que cela suffit. Moi, je vais être très claire. Non. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un objet a servi durablement de point d'ancrage à une présence lourde, l'isoler ne règle pas forcément le problème de fond. Pas du tout. On contient, mais on ne coupe pas nécessairement. On enferme, mais on ne libère pas forcément. Autrement dit, la boîte, bien sûr, peut limiter, elle peut encadrer, elle peut réduire certains effets, mais elle ne signifie pas forcément qu'il y a eu rupture totale du lien. Et c'est là, à mes yeux, toute la différence. Dans un cas comme celui-là, ce qu'il faudrait réellement, ce n'est pas seulement une contention ou une bénédiction autour de l'objet. Ce serait un véritable travail de dégagement, une rupture profonde, ce que certains appelleraient, je l'appelle aussi comme ça, un exorcisme. Non pas pour faire du spectaculaire, mais pour parler d'une action qui vise réellement à arracher, neutraliser et fermer ce qui s'est fixé. Tant que ce travail n'est pas fait en profondeur, l'objet reste, selon moi, un support très dangereux. Cela amène une autre question que beaucoup de gens se posent. Est-ce qu'un objet comme celui-là peut être réellement dangereux ? Ma réponse est oui. Oui, cela peut être très dangereux. Pas forcément de manière immédiate ni visible, mais dangereux même dans la durée. Pourquoi ? Parce qu'une présence de cette nature n'agit pas seulement sur la matière, elle agit aussi sur le psychisme, sur la peur, sur l'attention, sur l'équilibre intérieur, sur les réactions. Et dans certains cas, cela peut aller jusqu'à provoquer des situations à risque, des comportements irrationnels, des accidents ou des décisions influencées. Il y a d'ailleurs quelque chose qu'il ne faut jamais faire dans ce type de cas. Si jamais ça vous arrive, ne pas se moquer ou provoquer, voire défier, parce que la moquerie frontale devient parfois une forme d'ouverture. Voilà pourquoi. Une façon d'entrer en interaction directe avec ce qui agit. Et c'est souvent à ce moment-là que les choses peuvent s'aggraver. Autour d'Annabelle, il existe d'ailleurs des récits de personnes qui auraient pris cela, je dirais, à la légère et qui auraient ensuite connu des conséquences graves. Alors, est-ce que l'objet en lui-même tue ? Ce n'est pas la bonne question. La vraie question, c'est:
Est-ce que ce qui s'en sert peut influencer une situation au point de devenir mortelle? Et là, ma réponse est oui. Maintenant, si l'on compare avec le film, la différence est énorme. Dans le cinéma, tout est grossi, tout est violent, tout est immédiat. La poupée elle-même est effrayante dès le départ, il faut le dire. On est dans une horreur frontale. Mais dans la réalité, ce qui trouble, c'est presque l'inverse. L'apparence est banale. Le début, on peut dire qu'il est plutôt discret. Et c'est précisément cette banalité qui rend le phénomène plus crédible et, à mes yeux, plus dérangeant. Parce que la présence ne surgit pas forcément sous un visage, effrayante. Elle s'insère dans le quotidien, elle déforme peu à peu le réel, elle rend étrange ce qui était ordinaire. Et c'est souvent comme cela que les choses commencent. Je vais vous donner un exemple très simple. Quelqu'un que je connais très bien avait ramené un objet ancien d'Afrique. Il l'avait laissé dans son grenier. Quelques jours plus tard, il l'a retrouvé, son balai de cuisine, debout, parfaitement droit au milieu de la cuisine. Sans appui, sans explication logique immédiate. Et ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas seulement le caractère impressionnant du fait, c'est la logique du signe. Pourquoi un balai? Pourquoi debout? Pourquoi au milieu de la pièce? Parce qu'une manifestation choisit souvent un geste simple, visible, impossible à ignorer. Le but n'est pas forcément de produire un grand effet spectaculaire. Le but est de créer un choc intérieur, de faire comprendre qu'une force est capable d'agir sur la matière. Et à partir du moment où cette certitude s'installe chez une personne, alors la peur, la fascination ou l'obsession peuvent commencer. On retrouve donc le même schéma, un signe, un trouble, un impact psychique. Il faut d'ailleurs distinguer plusieurs étapes. Une manifestation, c'est quand quelque chose se signale, un ancrage, c'est quand cette présence commence à utiliser un support, un objet ou un lieu de manière répétée. Et une emprise, c'est quand elle commence à agir sur le psychisme, sur la peur, sur l'attention, sur la stabilité intérieure de la personne. Et dans l'affaire d'Annabelle, ce qui est justement troublant, c'est cette progression. On ne passe pas d'un coup à quelque chose de frontal, on voit d'abord des signes, puis une installation, puis une tentative d'occupation plus profonde. Alors la vraie question, ce n'est pas seulement de savoir si cette poupée était possédée, comme beaucoup disent. La vraie question, c'est de comprendre comment une présence peut utiliser un objet pour entrer dans le champ humain, attirer l'attention, créer un trou, installer une emprise et chercher progressivement à aller plus loin. Et ma réponse en tant que médium est très claire. Oui, un objet peut devenir un support. Oui, il peut servir de point d'ancrage. Oui, une présence peut tout à fait s'en servir pour se manifester, tester un lieu, troubler les personnes qui s'y trouvent et chercher ensuite une ouverture plus profonde. L'objet n'est pas toujours le but. Il peut être le passage, il peut être le premier seuil. Et c'est précisément pour cela que certaines affaires, comme celle d'Annabelle, doivent être regardées avec sérieux, lucidité et discernement. Pas avec le regard du cinéma, mais avec une vraie compréhension de mécanismes d'approche, d'ancrage et d'emprise. Parce qu'à partir du moment où quelque chose se sert de la matière pour entrer dans l'espace humain, ce n'est plus une simple histoire d'objet, c'est une tentative d'entrer dans notre réalité. Si cette analyse vous a parlé, dites-le moi en commentaire. Alors n'oubliez pas quand même de cliquer sur le pouce pour soutenir la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche, partagez cette vidéo autour de vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.